Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis, c'est loin d'être un secret de polichinelle. Quand on parle de pauvres en France, on pense tout de suite aux immigrés. Les immigrés de première, deuxième, troisième et bientôt quatrième génération détiennent moins d'1% des richesses nationales. Tu es sûrement en train de t'insurger sur ton fauteuil en disant « Mais d'où tout sort ces chiffres ?» Je n'ai pas besoin de l'INSEE pour avoir ces chiffres. J'ai juste consulté la liste sur Forbes Magazine ou la liste publiée par le site de magazine économique Challenge. Sur les 100 fortunes françaises, il a fallu attendre à la 25e place pour trouver un nom à consonance d'origine immigrée. À ma grande surprise, je n'ai pas trouvé des Daoud, je n'ai pas trouvé des Diallo, des Ndiaye, des Belkacem ou des Andrea Zafi. Je n'ai pas trouvé ces patronymes en fait sur les classements. Est-ce que c'est la faute du bon vieux racisme qui met un plafond d'acier dans l'ascension de nos patrimoines financiers? Est-ce que c'est la faute des idéologies néocoloniales qui ressurgissent dans la société? Est-ce que la faute uniquement des idées d'extrême droite? Quelles sont les raisons qui font que les pauvres sont surtout les immigrés, que ce soit de la première ou de la quatrième génération? Comment en finir avec cette pauvreté qui est désormais intergénérationnel? Est-ce qu'il faut toujours accepter cette idée que les immigrés soient les pauvres? Est-ce que l'ascenseur générationnel est en panne? Comment en finir avec cette pauvreté? Et pourquoi cette pauvreté est toujours transmise en fait de génération en génération? Revenons un petit peu en fait sur la définition de la pauvreté par l'INSEE. Alors, selon une étude de l'INSEE de 2021, en France, on est considéré comme pauvre à partir du moment où on a 1158 € de revenus après impôts et taxes. Donc, c'est 1158 par personne. Donc, le chiffre montre un peu plus quand on est un couple ou quand on est une famille monoparentale, mais attardons-nous juste en fait sur ce chiffre de 1158. À partir de ce niveau de revenu, on est considéré comme pauvre. Et vous en connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui gagnent ou qui n'ont pas dépassé justement ce niveau de revenu. Alors, pour comprendre aujourd'hui en fait la pauvreté, on va plutôt regarder comment se fabriquent les fortunes, comment se fabriquent les richesses nationales. En France, il n'y a pas 10 000 façons donc, de créer des richesses. Il y a peut-être 3 ou 4 façons de créer des richesses. Il y a la richesse en fait qu'on crée par l'acquisition d'un patrimoine immobilier. Donc, on a des rentiers, des gens qui louent des appartements, qui mettent à disposition des maisons. Donc, ces gens-là font fortune par l'immobilier. Il y en a qui font fortune par des placements très ingénieux, des placements financiers qui achètent en fait des titres sur les marchés financiers. Donc, ces gens-là acquièrent une fortune par les placements financiers. On a aussi l'acquisition de richesses par la création d'entreprises et par conséquent la création de richesses. Donc, quand on crée une entreprise qui est prospère et qu'on arrive en fait à se créer en fait un empire industriel et commercial, on arrive à créer des richesses. Et puis, le quatrième moyen en fait de créer des richesses, c'est justement en essayant de combiner tous les 3 ou 4 façons de se créer des richesses. Et donc, l'immobilier, la création d'entreprises et aussi par les placements financiers, on arrive à se créer une fortune. Mais ce qui ressort justement des études sur les fortunes françaises, c'est qu'on constate que la fabrication des fortunes françaises, le premier levier qui est utilisé, c'est le levier de la succession. C'est-à-dire que les familles riches transmettent leur fortune à leurs enfants et les enfants deviennent par cette
par ce développement, par cette fructification de cette fortune, des fortunés eux-mêmes. Mais on constate aussi que ces mêmes familles riches, en fait, arrivent à placer des enfants dans des écoles prestigieuses, dans des écoles de renommée nationale, internationale, telles que Polytechnique, telles que l'ENA, telles que HEC et bien d'autres écoles, pour qu'ils continuent en fait de fructifier en fait leur patrimoine. Donc, on a aussi décrié que moins d'1% des enfants issus de la classe ouvrière ou de la classe immigrée arrivent à rentrer dans ces écoles. Et on a aussi le fait que ces enfants qui sont très bien formés, qui ont des bases solides, à qui on a transmis des richesses, arrivent aujourd'hui en fait à dominer le marché des startups, en fait, à être ou à créer des startups très prospères. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui sont bien nés, mais qui ont compris que pour capter et continuer en fait à être riches, en fait, vont utiliser les leviers comme les grandes écoles. Ils vont aussi utiliser l'investissement dans des entreprises, donc pour continuer en fait d'être encore riches. Et aussi, on a constaté que ces gens-là qui constituent en fait l'élite nationale, aujourd'hui en fait se reproduisent, en fait se mélangent, en fait créent des contrats ou se mettent en fait en couple pour perpétuer justement en fait cette idée donc de la création en fait des richesses. Donc qu'est-ce qui manque en fait aux immigrés, qu'est-ce qui manque en fait à ceux qui sont catégorisés comme pauvres pour devenir en fait aujourd'hui riche? En fait, on va s'attarder sur 3 leviers principaux. On va parler de l'éducation. Eh ben, quand on est dans une famille d'origine immigrée ou dans une famille pauvre, en fait, ce qui est frappant, c'est la qualité de l'éducation. Donc, on entend par là, en étant une famille d'origine immigrée, donc forcément, l'enfant va fréquenter le collège ou le lycée de quartier, qui est souvent un collège ou un lycée qui est très mal classé. Donc, ça ouvre droit en fait à très peu d'accès en fait à des prépas de qualité ou même à des cursus de qualité, et on finit par faire des universités ou des écoles moyennes. Donc, forcément, ça ferme des portes. Donc, on va retrouver ce fameux plafond de verre. On constate aussi que dans les familles pauvres, en fait, on est tellement dans la gestion du quotidien. En fait, on est comme un hamster qui pédale en fait dans une roue. On essaie déjà de joindre les deux bouts, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut? On ne parle pas. Ça passe aussi par le langage. On ne parle pas d'investissement, on ne parle pas d'action, on ne parle pas de patrimoine. Il y a des mots qui sont totalement exclus en fait du champ lexical du quotidien. Donc forcément, on ne sait pas ce que c'est. Donc on n'a pas l'éducation. On n'a pas cette éducation financière. Donc en fait, on est formaté à utiliser le moindre euro pour se nourrir, en fait, pour couvrir des besoins de base. Et donc le manque d'éducation, d'une vraie éducation de qualité, une éducation en fait élitiste, et le fait de manquer aussi d'éducation financière font que les gens reproduisent et restent en fait dans ce cercle vicieux qui est la pauvreté. Donc aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en France, on est très en retard sur l'éducation financière. Et en étant très en retard sur l'éducation financière, on peut se sortir par le haut, on peut acquérir cette éducation financière. Que vous soyez pauvre ou riche, on peut apprendre les bases de l'éducation financière. Les bases, c'est très simple, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai naturellement le fait d'avoir très peu de moyens, des limites, mais comment avec très peu de moyens, je peux réussir à investir, à faire les bons choix, à prendre les bonnes options, à acquérir en fait une bonne éducation financière. Et aujourd'hui, grâce à Internet, ou même grâce en fait à ce podcast, on peut se dire, voilà, je vais chercher à augmenter ma culture financière et mon éducation financière. Donc le deuxième levier, donc pour les pauvres en fait, ce qui manque vraiment aux pauvres, en fait, c'est les valeurs. Alors souvent, les pauvres sont dans un espèce en fait de nuage de valeurs qui les limite en fait dans leur acquisition de richesses. Et la première acquisition de richesses, en fait, c'est des connaissances en fait pointues dans des domaines.
parce qu'on manque de moyens. Donc forcément, ce qui manque en termes de valeur, c'est qu'on va souvent entendre des gens dire oui, les riches, c'est des salauds. Les riches, en fait, c'est des gens cupides qui, donc, s'ils sont sans foi, sans loi. Or, bon, c'est pas totalement vrai parce que on a remarqué qu'il y a des milliardaires et des millionnaires, surtout aux États-Unis, qui pensent ne pas léguer leur fortune à leurs enfants, mais qui pensent léguer à des œuvres caritatives et qui font du bien et qui le font, je dirais, de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire que c'est des gens sincères avec leur fortune et qui vont être généreux, donc donner de leur temps et de leur fortune en fait. Donc du coup, on pense, on pense de manière totalement erronée que les riches, c'est des méchants. Or, il y a des pauvres aussi qui sont très méchants. Donc, le socle de valeur, c'est que tout ce qui est attrait à l'argent, on le présente comme étant quelque chose de diabolique, de maléfique, qu'il ne faut pas s'en approcher. Or, il n'y a rien de mal, en fait, à vouloir acquérir des richesses, à vouloir acquérir des fortunes par le biais de moyens qui sont des moyens très, très légaux. Donc, quand on vit dans une communauté pauvre, en fait, on sent et on se crée, on voit des ennemis partout, des gens qui peuvent te jeter le mauvais œil, des gens qui peuvent te jeter des sorts ou des gens qui peuvent être jaloux de toi. Alors c'est très criant et c'est très flagrant quand on vit dans des communautés comme ça. On entend souvent des gens dire la jalousie, le mauvais œil, la haine. On a l'impression que tout le monde est contre toi en fait, alors que tu peux toi-même ignorer tous ces préjugés, toutes ces choses et t'élever. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est le fait que on a tendance à se dire, voilà, j'ai pas les moyens, et je vais peut-être garder le peu de choses que j'ai, je ne vais pas le donner, je ne vais pas le partager. Donc en fait, on est moins dans cette logique de vouloir donner, se donner, et on pense que parce qu'on n'en a pas assez. Or, ça, ce sont des valeurs en fait qui enferment les gens dans leur monde, dans leur pauvreté. Ça les fait limiter aussi. Donc la pauvreté, en fait, c'est aussi des valeurs contraires en fait à tous ceux qui sont en fait dans la classe en fait riche et on le voit. Il suffit de prendre quelques livres en fait qui parlent de comment on acquiert des riches. En fait, on voit que dans ces manuels on apprend des valeurs, on apprend des choses, le dépassement de soi, la prise de risque, en fait, le fait de ne pas se décourager, de se dépasser. Et tout cela, ça s'apprend. Donc, en fait, il faut qu'on ait un corps de valeurs totalement différent de ce que l'on a connu, être beaucoup plus pragmatique, être beaucoup plus ouvert d'esprit, être beaucoup plus généreux, aller se dépasser, en fait, ne pas s'asseoir ou ne pas s'arrêter sur des échecs, en fait, pour préparer l'esprit, pour préparer, en fait, le psyché, en fait, à ne pas être pauvre. Ça, c'est très important. Et moi, je l'ai constaté parce que j'ai eu la chance de côtoyer des gens riches et des gens riches même au sein de la famille. Et je voyais qu'il y avait avant tout un état d'esprit qui faisait que eux, ils étaient riches rien que par l'état d'esprit, rien que par leur pensée. Et que le pauvre avait déjà en fait une autre mentalité. Donc, c'est par cette mentalité-là qu'on va, qu'on va, qu'on va combattre en fait la pauvreté. Et le troisième pilier, donc pour tacler en fait la pauvreté, il y a le relationnel. Ah ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on vit dans un village pauvre ou quand on côtoie des gens pauvres, il y a une certaine anxiété, il y a une certaine toxicité. Il y a beaucoup de gens toxiques qui viennent sciemment te donner de mauvais conseils, qui vont te faire de mauvais présages, qui vont sciemment et volontairement t'induire en erreur. En fait, ils ne pensent pas et ils ne conçoivent pas que tu puisses réussir. Donc, tout ce qu'ils voudront, ou tout ce qu'ils feront, ou tout ce qu'ils induiront, ou tout ce qu'ils prieront, en fait, te font tirer vers le bas. Et ça, c'est très mauvais parce que c'est dommage, en fait, qu'on puisse, en fait, se mettre autant de bâtons dans les roues et on le constate, en fait, il y a un relationnel toxique et souvent, c'est pas des relations lointaines, c'est des relations des gens très proches. Et il y a aussi le fait qu'il y a tellement de l'entre-soi. On se crée
des événements, il y a des événements, il y a des obligations, il y a des lourdeurs, il y a des pesanteurs dans ces communautés qui font que il faut absolument rester dans cette communauté. Il y a tout le temps des obligations, il y a tout le temps de devoirs. On a l'impression que l'honneur, il y a des choses en fait qui sont totalement aberrantes, qui sont des fondements et des fondamentaux en fait de ces communautés, que les outrepasser ou ne pas s'en occuper te feront complètement te mettre en marge en fait de la communauté. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de, de tirer des liens, de nouer des liens avec des gens d'extérieur, des gens d'autres communautés, des gens d'autres religions, d'autres formes de pensée. Donc, en fait, vaincre cet entre-soi et aller au-delà, s'ouvrir un peu plus et même oser remettre en cause des traditions ou des dogmes qui sont de notre temps ou qui sont dépassés parce que c'est vrai, on est tous fiers d'avoir des origines, d'avoir des richesses culturelles, spirituelles, mais reconnaissons-le, parfois, nous avons des freins, nous avons des vraies lourdeurs, nous avons des vrais boulets qui font qu'on ne puisse pas avancer, qu'on ne pourrait pas avancer. J'ai pris l'exemple, il y a un jeune, une fois, il m'a dit, ah, moi j'étais ravi de pouvoir acheter un appartement, mais à la veille de la signature, j'ai eu une obligation familiale et j'ai dû prendre mon apport pour le donner à la famille. Et moi, je pensais que c'était quelque chose de très grave, mais en fait, j'ai dû aider parce qu'il y avait un de mes proches qui se mariait. Bon, vous voyez, donc c'est assez flagrant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que il y a eu des efforts, en fait. Il y a eu des bases et des valeurs très fortes où il y a des communautés de première génération d'immigrés qui ont quitté chez eux pour un monde meilleur. Mais quand ils sont arrivés dans ce monde meilleur, eh ben, on n'exclut pas non plus les freins qu'ils ont trouvés, les idéologies fascistes, le racisme, l'exclusion, le fait de tous battre de partir de zéro, qui ont réussi en fait à mettre des enfants dans des écoles, mais qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas su avoir les bonnes bases et qui n'ont pas su avoir les bons codes pour intégrer l'élite. Eh ben, on retrouve en fait cette génération aujourd'hui qui est presque à la retraite, cette génération qui, tant bien que mal, essaie de transmettre quelque chose, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que on transmet des valeurs, on transmet des traditions, mais on transmet très peu de patrimoine, que ce soit financier ou de patrimoine immobilier. Il y a très peu de transmission matérielle. Or, on a constaté que l'élément premier de la transmission de richesse, en fait, la fabrique en fait, des riches, ça passe avant tout par la succession qui permettent en fait à des gens d'aller chercher à prendre des risques. Et on voit aujourd'hui des dynasties ou des familles en fait qui dominent en fait le paysage médiatico-industriel. On voit que c'est les mêmes en fait qui reproduisent en fait les chemins parce que ils ont acquis ou ils ont eu ou on leur a transmis en fait les bonnes choses en fait dès le départ. Il y en a ceux, par exemple, aujourd'hui, avec l'avènement des startups, eh ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans les startups, pareillement, il y a très peu de Diallo, très peu de Mohamed, très peu de Ba. Alors, on a beaucoup aussi de ces familles, en fait, qui ont fait fortune, qui ont des patronymes, en fait, dont je ne vais pas les citer. C'est les mêmes qu'on retrouve et ils ont des startups, en fait, qui cartonnent. Alors qu'on va trouver des jeunes avec de très belles idées, mais ici de quartiers où ils ont du mal, en fait, à avoir des garants ou à avoir des assises, en fait, pour qu'une banque leur fasse confiance ou des organismes financiers. Donc, en fait, tout n'est pas aussi simple ou tout n'est pas aussi verrouillé, mais il est, il n'est pas facile, en fait, entre générations, de pouvoir, en fait, s'élever parce que il y a quelques inerties qui retardent, en fait, l'ascenseur. Certains, peut-être qu'ils peuvent avoir un ascenseur allégé, d'autres beaucoup plus chargé pour arriver, en fait, au centième étage. Voilà. J'ai souhaité ne pas indexer déjà en fait la catégorie
des immigrés qui sont assez stigmatisés. Je n'ai pas voulu les indexer, ni jeter en fait de l'opprobre sur eux. J'ai juste voulu mettre en lumière, aujourd'hui mettre en exergue, et poser aussi naïvement cette question. Est-ce qu'il faut-il aller dans une 4e génération de gens à qui ils vont rester en fait éternellement pauvres? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui puisse être fait aujourd'hui pour sortir et pour briser ce cercle vicieux de la pauvreté? Est-ce qu'il n'y aurait pas des exemples, il n'y aurait pas des enseignements qu'on pourrait donner et aider ces gens-là? Donc, moi, modestement, par le podcast, j'essaie de faire prendre conscience, en fait, à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, tous ces mécanismes qui font que les gens restent, en fait, pauvres, restent impréparés, en fait, à la marche du monde actuel. Et en pensant à cet épisode, j'ai une pensée pour mon oncle Aboubacar Daoud, qui fut un homme riche par son époque et par son milieu social, et qui, en le côtoyant, a réussi par l'exemple, à être un homme très généreux, un homme qui avait une vivacité d'esprit, un homme qui a su être à la fois un traditionnaliste, mais quelqu'un d'extrêmement moderne, qui a su, en étant en France, être un pur Français, en côtoyant les élites en France et en étant Comore, être un pur produit de la bonne société locale, en ayant de très bons liens avec tout le monde, les riches, les pauvres. Donc je lui rends un peu hommage en fait en tournant cet épisode, donc à qui je lui dédie, cher oncle Aboubacar Daoud, qui fut un grand homme, et que par ses actions, aujourd'hui, je m'en rappelle très bien, sont déjà des cas d'école. Donc pour ceux qui ont eu l'occasion de le côtoyer, donc ils verront ce que c'est. Autrement, rien que l'esprit de cet épisode, en fait, a été habité, en fait, par cet homme. Donc, je serais ravi d'écouter aussi vos témoignages, de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux du podcast. N'hésitez pas à m'en faire part aussi si vous faites partie d'une communauté et que vous sentez que c'est dommage, en fait, d'aller dans cette 4e génération où on perpétue, en fait, les travers et qui font que on va pas briser le cycle de la pauvreté. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.